cher Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Nous avons le plaisir de recevoir pour la seconde partie de Soir d'Info Maël Thiam, c'est l'administrateur de l'APR. Maël, bonsoir. Bonsoir Monsieur Der, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Alors, je pense que c'est le moment du bilan. L'année tire à sa fin. Au plan politique, il y a beaucoup de choses à dire de ce qui se passe dans votre parti, votre coalition. Mais d'abord, l'actualité, c'est l'inauguration ou le lancement du TER. C'était hier à Diamniadio. Beaucoup continuent de se poser des questions sur la pertinence de ce TER. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, permettez-moi d'abord d'adresser toutes mes félicitations au président de la République qui a encore une fois démontré la cohérence dans sa vision. Je pourrais dire que le TER répond d'une ambition, comme il l'a dit, d'une ambition de bien-être, de modernité, de mobilité, mais également le TER répond à une problématique qui est la fluidité de la circulation au niveau de la région de Dakar. Et je pense que ça rentre dans le cadre d'une vision globale qui est le désengorgement de Dakar, avec entre autres composantes les autoponts. J'imagine tout à l'heure en venant ici, je me suis demandé mais si réellement il n'y avait pas l'autopont de Lobat-Fall et de Yoff, est-ce que je pourrais arriver à l'heure à votre émission? Donc c'est une vision globale du président de la République qui a l'ambition de faciliter la fluidité de la circulation au niveau de la région de Dakar, qui concentre quasiment le 5e de la population. Et puis, ma foi, c'est également une fierté sénégalaise que de voir dans notre pays un train de dernière génération qui n'existe pas au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que la pertinence ne souffre d'aucun doute. Alors, au-delà de Dakar, il y a également les régions. Comment faire pour que le rail aille jusqu'à Tambacounda de nouveau, et puis à Kédougou, en Casamance? Voyez-vous, ça fait partie des projets du président de la République. Mais il faut un peu se rappeler que quand il est venu au pouvoir, il a trouvé un pays qui a beaucoup de retard, notamment sur le plan infrastructurel, sur le plan économique, un pays divisé sur le plan social, etc. Donc, il lui fallait combiner deux choses qui sont le rattrapage infrastructurel, mais également l'équité territoriale et l'équité sociale. Donc, qui sont deux volets qui imposent la mobilisation de ressources, mais également qui s'imbriquent l'un sur l'autre. À un moment donné, il faut faire des choix. Et le choix, c'était d'abord d'aller vers l'équité territoriale avec des programmes PUMA, le programme PUDC, etc., pour l'électrification rurale, pour la création des pistes rurales, pour également la mécanisation de l'agriculture. Mais il se trouve que nous avons un goulot d'étranglement que constitue Dakar. Il fallait régler le problème de Dakar. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, il a brillamment réussi, mais d'autres projets sont également en cours. Il est vrai que chaque fois qu'il parle de ces projets, c'est tellement ambitieux que des zélateurs de la banalité ont tendance à s'exiler dans un nihilisme. Mais ceux qui ont vu hier le TER rouler entre Dakar et Diamniadio ont fini de se convaincre de la pertinence de la vision et de la cohérence de la vision du président de la République. Alors, pour faire le point sur tous ces projets, il y a également le BRT, le port de Ndayane. Dans le bilan, on va remettre la renégociation de la concession de l'autoroute à péage Dakar-AIBD et bien d'autres. Alors, qu'est-ce que vous dites également pour ce qui est de ce bilan? Non, en fait, ce bilan, hier, je disais à quelqu'un que je n'ai jamais vu un homme aussi cohérent que le président de la République. Il n'est pas dans le tâtonnement, il n'est pas dans le management à vue, il est dans une stratégie avec des objectifs bien précis, mais également avec une ambition
de faire du Sénégal un véritable pays émergent. Et pour émerger, vous savez, tout ce qui est déplacement, tout ce qui est mobilité reste un facteur extrêmement important de développement. C'est pour cela que vous pensez que les Sénégalais se retrouvent dans ça? C'est comme on disait l'autre jour à Giancarlo avec le ministre Amadou Hott. Est-ce que les Sénégalais ressentent la croissance? Forcément oui, forcément oui. Forcément oui, parce que nous avions deux choix. Ou de rester dans l'immobilisme et de ronronner avec ce grand retard infrastructurel, ou alors d'aller dans un populisme. Lui, il a courageusement choisi d'aller vers un rattrapage infrastructurel, mais également un redressement de l'économie. Les Sénégalais vivent la croissance véritablement. Les Sénégalais vivent la croissance par le nombre d'emplois créés. Les Sénégalais vivent la croissance par... vous savez, la croissance, on la vit de plusieurs manières. Hein. On ne la vit pas qu'à travers la bouche, on la vit aussi à travers la santé, on la vit à travers les moyens de déplacement, on la vit également par le niveau de revenus. Oui, mais pour la santé, par exemple, il y a encore des localités qui n'ont pas de case de santé, même si, par ailleurs, on peut citer des localités où on a inauguré des hôpitaux de 2, 3, 4 niveaux. Oui, niveau 4, comme on dit, niveau 3, niveau 2. Nous sommes tout à fait d'accord. C'est parce qu'effectivement qu'il y a d'autres localités qui ont besoin de postes de santé que le président de la République engage davantage son gouvernement à travailler pour l'équité territoriale. Mais il faut aussi se rappeler que avant le président Macky Sall, il y a des régions qui n'ont jamais rêvé avoir un infirmier, à plus forte raison de penser avoir des hôpitaux de dernière génération. Je pense que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, a pris la bonne voie. Seulement, on ne peut pas régler tous les problèmes en même temps, mais je pense qu'il a fait des bons choix en termes de priorité. Maintenant, le reste à faire est encore devant nous et il n'a pas baissé les bras. Il continue d'accélérer dans l'esprit du fast track et je pense que ça viendra. Alors, demain, en Conseil des ministres, il y aura l'examen du projet de loi sur la répartition des ressources tirées du pétrole et du gaz. Là également, est-ce que ce ne sera pas une loi de plus? Il y en a déjà. Je pense que derrière, ce qu'il faut, c'est saluer la sagesse du président de la République. Et ça rejoint son credo, un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous. Je pense que aujourd'hui tout le monde connaît la malédiction du pétrole et d'avoir réussi à mettre autour de la table toutes les franges de la société pour arriver à un consensus quant à la répartition des ressources pétrolières et gazières, je pense que c'est inédit et c'est un exemple mondial que beaucoup de pays ne manqueront pas d'ailleurs. 700 milliards de prévisions par année, dans un budget de 5200 milliards, certains trouvent que c'est assez peu quand même. Oui, c'est assez peu parce que nous sommes également soumis à la loi de l'économie. Nous n'avons pas suffisamment de ressources pour prendre... des prix. C'est ça, pour prendre en charge l'exploitation du pétrole. Et vous comprenez bien que les investisseurs, qui ne sont pas nombreux d'ailleurs dans ce domaine-là, sont préoccupés que par la rentabilité de leurs investissements. Dieu merci qu'ils soient intéressés par notre pays et que nous arrivons à en tirer au moins 700 milliards. Il faut savoir raison garder. Nous ne pouvons pas, sans les moyens d'une exploration, je ne parle même pas d'exploitation, d'une exploration efficace, nous ne pouvons pas prétendre, n'est-ce pas, à des montants faramineux qui ne sont pas raisonnables économiquement parlant. On ne peut pas ne pas parler d'emploi des jeunes dans le bilan de 2021 du président de la République, avec le choc du mois de février-mars, avec les événements qui se sont passés, le programme Xëyu Ndaw yi. C'est quoi le bilan
à ce jour? Le bilan à ce jour, je peux vous dire que le président de la République a réalisé des performances inespérées dans ce domaine-là, notamment avec l'exploration du département de l'environnement. Il y a aujourd'hui de nouveaux métiers qui sont explorés par les jeunes, aussi bien au niveau des TIC, mais également au niveau de l'environnement. Aujourd'hui, 65 000 jeunes aujourd'hui ont bel et bien trouvé un emploi. Maintenant, il est vrai que nous sommes dans un pays où les gens ont l'habitude plutôt de parler de la partie vide du verre à moitié plein, mais il faut reconnaître que 65 000 emplois sur le nombre de jeunes qu'il y a sur le marché de l'emploi, peut-être même sans formation, c'est une goutte d'eau dans la mer. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut savoir également que nous avons... C'est un fond de verre, le verre n'est même pas à demi rempli. Mais nous sommes... Le verre, en tout cas... C'est un fond de verre. Bon, on peut le dire comme on veut, mais il faut savoir également que nous avons dormi pendant longtemps en ce qui concerne la prise en charge de l'emploi. Traditionnellement, nous étions formés pour être des fonctionnaires. Aujourd'hui, la véritable question, c'est la question de l'employabilité des jeunes. Nous avons eu peu d'écoles de formation technique, alors qu'aujourd'hui, 14 lycées professionnels sont en chantier. Le président de la République est en train de changer le paradigme de la formation, qui désormais va s'orienter vers des métiers plutôt que dans des domaines où les jeunes peuvent avoir bac plus 28 et pas employables, parce que n'oubliez pas que le développement est désormais pris en charge par le secteur privé. Nous ne sommes plus dans les années 70 où on sortait de l'université, on était forcément fonctionnaire. Aujourd'hui, il faut qu'on soit capable d'apprécier un environnement, d'identifier des opportunités, d'élaborer des projets, de les conduire jusqu'à obtenir des résultats au profit de l'entreprise. Malheureusement, notre système d'information, hélas, notre système de formation ne préparait pas ces jeunes à intégrer les entreprises. Donc beaucoup d'efforts sont en train d'être faits dans ce domaine-là. D'abord, la réorientation de la formation, mais également le renforcement du secteur privé. Le secteur privé existant, mais également le secteur privé à créer avec la DER qui est aujourd'hui en train de financer des projets dans tout le pays. Et c'est un ensemble. Ce n'est pas la création d'emplois, c'est pas simplement un contrat de travail, mais c'est également l'auto-emploi, parce qu'il y a des jeunes qui ont des capacités et aptitudes personnelles entrepreneuriales, qui ont simplement besoin d'être accompagnés pour intégrer le secteur privé et être eux-mêmes créateurs d'emplois. Donc le gouvernement est en train de travailler sur une panoplie de niches, n'est-ce pas, à explorer au profit de l'emploi des jeunes. Maintenant, ça va prendre le temps que ça va prendre, parce que n'oubliez pas, et j'insisterai là-dessus, nous avons longtemps dormi en ce qui concerne la prise en charge de l'emploi dans notre pays. Alors parlons politique maintenant, avec cette ambiance électorale qui s'est installée en perspective des locales de 2022, du 23 janvier prochain, c'est moins d'un mois, et exacerbé chez vous par les convoitises, des convoitises très aiguisées pour le poste de Premier ministre, avec le retour consacré par le président de la République et puis entériné par l'Assemblée nationale. Alors, dites-moi, vous êtes administrateur de l'APR, vous êtes candidat, vous? Écoutez, je pense que tout le monde peut... Candidat entre guillemets, bien sûr, puisqu'il est nommé, mais candidat auprès du président de la République. Je pense que le président, d'abord, je commencerai par le féliciter sur cette option de faire revenir le poste de Premier ministre. Et ça, c'est un cas de top management. Vous voyez, certains ont dit que donc c'est parce que c'est une erreur. Non. Le président de la République a fait preuve d'intelligence situationnelle. Quand il venait d'arriver au pouvoir, il avait besoin de donner un coup d'accélération en réduisant certains maillons de la chaîne pour arriver au plus vite au résultat. Maintenant qu'il a lui-même pris conscience de la stabilité
de certains domaines, il a besoin de quelqu'un qui comprend sa vision, qui poursuit donc ce qui a été fait. Et je pense que c'est à saluer. C'est pas purement politique en fait. Non, c'est pas politique. Il n'avait pas promis le poste à plusieurs cadors. Il n'a pas pu choisir. Il choisit la facilité en enlevant le poste tout simplement. Il y avait plusieurs candidats. On les citait, on les connaît. Ali Ngouille Ndiaye, Makhtar Cissé, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo, bien d'autres. Maintenant, Amadou Hott est dans la shortlist, paraît-il. Est-ce qu'il n'y avait pas trop de candidats en fait et finalement, il n'a pas pu se dire. Mimi Touré, pour ne pas oublier, hein, j'en passe. Vous savez, toutes ces personnalités que vous avez citées méritent chacune d'être à la tête du gouvernement, comme d'autres également qui sont dans le parti, qui sont dans Benno Bokk Yakaar et qui ne sont même pas dans une formation politique. Ce n'est pas ça la question. La question, d'abord, c'est de se convaincre que le président de la République, il est dans une logique d'homme d'État. Donc, il n'est pas dans des calculs politiques. Il est dans une logique d'homme d'État. Et il a prouvé, parce que tous les secteurs ont bougé dans ce pays-là. Et ça, c'est la preuve qu'il est plus préoccupé par le développement de notre pays que par des calculs politiques. Et puis, je puis vous dire, il est quand même président de la République. Il a le pouvoir de nommer qui il veut et au poste qu'il veut. Donc, il ne peut pas être soumis à une pression, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. Parce que nous sommes tous des militants de l'Alliance pour la République ou de Benno Bokk Yakaar et nous sommes soumis à son entière autorité. Et c'est à sa discrétion, il choisira l'homme qu'il pensera être le plus utile, le plus efficace, n'est-ce pas, pour mener à bien ce qu'il a déjà entamé. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre, on s'attend justement à ce que la nomination se fasse après les locales, mais est-ce qu'il est possible qu'il fasse durer le suspense jusqu'aux législatives? Mais c'est son droit. Mais c'est son droit. Mais c'est son droit. Ce n'est pas parce que la loi est votée qu'il est obligé lié juste après les locales. Voilà, qu'il est obligé. Donc il y a une après. possibilité d'une prolongation du suspense jusqu'au. Vous savez, gérer un pays, déjà gérer une entreprise, c'est extrêmement compliqué, mais gérer un pays également, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Et le temps du journaliste ne peut pas être le temps du président de la République. Le temps des militants prétendants de l'APR ne peut pas être celui du président de la République. Lui, il a à apprécier en fonction d'un environnement et beaucoup de paramètres qui prennent en compte par ailleurs l'avenir du pays. Ce n'est pas simplement régler la soif d'information, n'est-ce pas, du présent qui le préoccupe. Non, lui, il est préoccupé par, n'est-ce pas, la concrétisation de sa vision jusque-là réelle et il est aussi plutôt préoccupé par l'avenir et puis par d'autres paramètres, hein, la capacité à diriger des hommes, parce que gérer un gouvernement, ce n'est pas facile. Il faut avoir des aptitudes à gérer des hommes, il faut s'approprier la vision du président de la République, il faut avoir des capacités managériales, mais surtout il faut avoir une orientation résultat. Un digne héritier de Wade, on dit que c'est un fils de Wade. Est-ce qu'il peut clignoter à gauche et aller à droite, c'est-à-dire ne tout simplement pas nommer de Premier ministre? Je pense qu'à l'heure actuelle, le président de la République a pris la décision de nommer un Premier ministre. Sinon, je ne vois pas pourquoi il mobiliserait l'Assemblée nationale, etc., pour une question qui ne l'intéresse pas. Non, ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de perdre du temps. Il sait en gagner, mais il sait choisir, prendre ses décisions au moment qu'il faut. Mais la guerre est réelle au sein de l'APR, de votre coalition, pour ce poste de Premier ministre. Mais c'est normal, d'ailleurs, quand on est dans une organisation humaine, il est tout à fait normal que les uns et les autres nourrissent des ambitions. Mais toutefois, je profite de votre antenne pour dire que, à l'attention de tous les camarades, qu'aujourd'hui l'urgence c'est de se préoccuper, n'est-ce pas, à renforcer le dispositif déjà mis en place par le président de la République et pour l'avenir du parti et pour l'avenir du Sénégal. Peu importe la personne qui sera nommée,
ce sera le choix du président de la République. Et dans tous les cas, cette personne-là bénéficiera de l'appui du parti parce que c'est notre credo. Malheureusement, nous n'avons plus le temps, mais je vais vous interpeller sur un élément du journal, le football. Beaucoup ne savent pas, mais vous êtes entraîneur de football diplômé. Vous avez exercé en France. Vous êtes diplômé même de la Fédération française de football. On va vers une Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal attend toujours ce titre. Et Aliou Cissé est toujours critiqué sur son système de jeu. Donc c'est l'entraîneur maintenant que... Vous êtes convaincu que la CAN du Cameroun peut être la bonne, la CAN du Sacre pour le Sénégal? Je pense que ça peut être une bonne CAN, mais il faudra qu'on ne dorme pas dans nos lauriers. Parce qu'une équipe de football, ce n'est pas un conglomérat de briques et de blocs. Vous pouvez avoir 11 stars et ne pas avoir d'équipe de football. Je pense qu'il faut qu'on y aille avec un esprit d'équipe et non pas un esprit de star. C'est vrai que sur le papier, on a les meilleurs joueurs dans toutes les lignes d'ailleurs. Mais il faudra organiser une cohérence entre ces joueurs-là. Il faudra également qu'au niveau mental, Vous avez dit une cohérence, donc ça veut dire que jusqu'à présent, Aliou Cissé c'est dur au poste, mais cette cohérence dans le jeu est toujours attendue. Je pense que beaucoup de Sénégalais parlent des déficiences au niveau de notre fond de jeu. Même si moi... C'est pas le politicien que j'interroge, pas de langue de bois, c'est l'entraîneur de football. Oui. Donc répondez-moi. Oui, mais l'entraîneur de football te dira, bon, on gagne. Oui. Voilà, et on ne peut pas changer une équipe qui gagne. Mais c'est vrai plutôt l'entraîneur politicien qui vient de répondre. Non, mais une CAN, derrière une CAN, c'est autre chose. Oui. Une CAN, c'est un championnat en un peu de temps. Donc il y a beaucoup de paramètres. Il y a le mental, il y a la fatigue, il y a beaucoup d'éléments, j'allais dire, métaphysiques qui interviennent. Et il y a surtout également le niveau de qualité des relations entre les joueurs qui se traduit, n'est-ce pas, également dans la cohérence du jeu. Ça aussi, c'est extrêmement important. Et là où nous avons des problèmes, c'est que nous rassemblons les jeunes qu'à l'occasion de ces championnats-là. Or, le football n'est rien d'autre que la transmission d'une intelligence collective dans un terrain. Merci beaucoup Maël Thiam. C'est moi qui vous remercie d'air. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision.